Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Essayiste, politologue, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Votre dernier ouvrage au seuil, Métamorphose française. Vous sondez les cœurs et les reins des Français comme personne. Les Français, les fractures françaises, si visibles par les temps qui courent. On parlera dans un instant, Jérôme Fourquet, de la semaine politique, de la situation de Marine Le Pen, notamment après les très lourdes réquisitions du parquet, de la désunion au sein du gouvernement Barnier, de la colère sociale qui couvre, mais d'abord donc la crise agricole. On voit ces premières images de mobilisation qui commencent sur l'AN 118 en Ile-de-France, ces tracteurs qui se sont mis en mouvement. Est-ce qu'on est à la veille d'un mouvement social d'ampleur? Est-ce qu'au fond, Jérôme Fourquet, on va revivre ce que la France a vécu en janvier dernier, où la colère agricole s'est imposée aux Français et notamment au pouvoir politique? Alors, c'était il y a quelques mois seulement, et manifestement, beaucoup des promesses ou des engagements qui avaient été passés en direction des agriculteurs n'ont pas été tenus ou pas été tenus suffisamment rapidement. Et ces agriculteurs, du coup, se remobilisent une nouvelle fois avec des griefs la liste des griefs qui s'est ajoutée. Maintenant, il y a ce fameux accord du Mercosur. Il faut aussi avoir en tête qu'il y aura des élections aux chambres d'agriculture dans quelques mois maintenant, et que ce contexte syndical n'est pas non plus étranger à cette mobilisation, avec un syndicat majoritaire jusqu'à présent, la FNSEA, mais qui voit son monopole ou son magistère être contesté par d'autres, notamment la coordination rurale, qui a été assez en pointe dans les mouvements du début d'année. Si on essaie de dézoomer un petit peu, derrière les revendications sur les charges qui seraient trop importantes, l'excès de normes, de contraintes et de contrôles qui s'exercent, le rapport de force déséquilibré avec la grande distribution sur la fixation des prix, tout ça est bien évidemment aux origines de cette mobilisation. Mais derrière ça, vous l'avez dit, il y a sans doute aussi une question existentielle. Quand on regarde l'évolution de cette profession, on n'a jamais connu en France un tel plan social sectoriel aussi massif depuis avec une baisse drastique du nombre d'agriculteurs en France depuis plusieurs dizaines d'années. Ils étaient encore 1 million en 1988, ils sont 380 000 aujourd'hui. D'ici quelques années, la moitié d'entre eux vont partir à la retraite. Et ce qui se joue de manière consciente ou non aussi, c'est la survie, l'existence de ce groupe social dans la France de demain. Alors qu'ils en étaient une des principales composantes il y a encore une quarantaine d'années, et c'est leur effacement en fait qui est en train de se jouer, et c'est contre ça aussi, cette crise existentielle qui les fait se mobiliser derrière les sujets sectoriels et ponctuels. Oui, parce que sur ces sujets sectoriels, ponctuels, sur la liste des griefs, alors il y a une bataille de pourcentage entre le gouvernement, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, sur le nombre de mesures qui ont été promises en janvier dernier et appliquées. Mais il y a des choses qui ont été faites sur la fiscalité, sur la question des charges. Mais au fond, on a... Bien sûr qu'il y a des inquiétudes très concrètes sur des mesures, sur la question de la simplification, de la bureaucratie, mais au fond, c'est plus large que cela. C'est une question, c'est l'agriculture française va-t-elle mourir ou pas? Exactement, c'est la survie de ce groupe social qui en fait est en crise latente depuis des années et des années. Donc ensuite, on va avoir des effets conjoncturels, une météo qui n'est pas clémente, donc tel secteur va souffrir. Et ayons aussi en tête que l'agriculture française, c'est des secteurs qui sont très différents entre l'élevage bovin, l'élevage laitier. Un céréalier n'a pas les mêmes problèmes qu'effectivement l'éleveur bovin. Et la viticulture entre la Bourgogne, le Languedoc et le Bordelais, on voit qu'il y a un plan d'arrachage massif de 100 000 hectares dans la viticulture. C'était aussi dans le sud de la France au début de l'année des mesures, des difficultés qui avaient touché certaines professions agricoles, notamment dans l'élevage, avec des épidémies qui touchaient le cheptel. Mais derrière tout ça, il y a cette question de la survie de cette profession qui aujourd'hui réduit à la portion congrue. Quand il y a crise existentielle, cela rend la tâche du pouvoir politique plus délicate. Avec, là encore, une forme de paradoxe, alors qu'on continue de voir ces images de la N118 et ces tracteurs qui sont en train de se mettre en mouvement. Le paradoxe, c'est qu'au mois de janvier dernier, il y avait une forme de présomption de déconnexion du gouvernement Attal. On disait au fond, c'est un gouvernement parisiano-centré qui ne comprend pas les préoccupations des agriculteurs.
Là, Michel Barnier est un élu local. Il y a au sein du gouvernement des cumulards, des ministres qui restent maires, patrons de collectivités locales. Il n'y a jamais eu autant de sénateurs, la Chambre des collectivités. Et pourtant, il y a toujours cette impression d'un décalage entre le pouvoir politique et les revendications des agriculteurs. Oui, et peut-être on peut ajouter un troisième acteur, ce serait l'administration. Parce qu'on entend aussi beaucoup sur les barrages, les politiques nous ont promis telle ou telle chose, mais derrière, ça ne suit pas. Ah oui, d'accord. Et donc c'est ça aussi qui se joue, et on voit comment le gouvernement Barnier est aussi confronté à ce fonctionnement de l'administration française, et toutes ces normes qui se sont empilées et ces contrôles qui se sont multipliés au cours des dernières années, et apporter des réponses rapides, même quand on n'est pas déconnecté, c'est très compliqué, parce que, encore une fois, ces agriculteurs n'ont plus le temps d'attendre. Beaucoup sont juste au niveau de la ligne de flottaison, proche de du seuil critique. Au cœur des revendications des agriculteurs, Jérôme Fourquet, il y a la question, on l'évoquait il y a un instant, du Mercosur, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud. Les agriculteurs n'en veulent pas, la France s'y oppose, mais la France n'a pas les moyens seule de détricoter ce Mercosur, dont d'autres voisins européens, notamment l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, eux, pour le coup, souhaitent qu'il soit mis en œuvre ardemment. Au fond, il y a bien sûr les questions techniques, des risques pour un certain nombre de filières, mais derrière ça, il y a la question du rapport à la mondialisation. Avec un pays, la France, et là encore une profession qui craint de mourir, qui dit on a peur des conséquences que pourrait avoir le Mercosur sur notre activité. Oui, et on n'est pas contre, notamment la FNSEA va dire qu'elle n'est pas contre l'ouverture des marchés agricoles. Mais pas comme ça. Ouais. Et si et seulement si, on peut jouer à armes égales. Parce que ce qui est vérifié, c'est que là, on a une distorsion de concurrence, avec notamment sur la production de viande bovine, des conditions de production dans les pays d'Amérique du Sud qui n'ont rien à voir avec ce qui est imposé à nos propres agriculteurs. Et donc, là, bien évidemment, le combat ne se fait pas à armes égales. Autre point qu'on peut retirer de cette situation, on voit comment la France, vous l'avez dit, est affaiblie dans le concert européen, comment Emmanuel Macron est affaibli, et c'est pas rien parce que c'est sur un sujet agricole. La France est la première puissance agricole d'Europe, et aujourd'hui, à elle seule, sa voix ne porte plus suffisamment pour être en capacité, au moment où on se parle, d'imposer ses vues. Et c'est aussi ça que les agriculteurs français, je pense, ressentent. C'est-à-dire que on a un affaiblissement de la puissance française et de la position de la France. Alors que je rappelle que vous voyez donc ces images, ce qu'on voit sur la Nationale 12 en direction de la Nationale 118, et la prise de parole du président de la République, notamment sur cette question, Jérôme Fourquet, du Mercosur. Il est en ce moment même à Buenos Aires et il s'apprête à prendre son avion présidentiel pour se rendre au Brésil, à Rio, où se tient le G20. On a parlé des enjeux, Jérôme Fourquet, de fond, la crise existentielle que traverse l'agriculture française. Il y a la question, peut-être un peu plus terre à terre, du maintien de l'ordre. On avait vu en janvier dernier un certain nombre de scènes d'atteinte aux biens. Je voudrais vous faire écouter ce que disait à la mi-journée le ministre de l'Intérieur, précisément sur la question du maintien de l'ordre relative à cette crise agricole. Écoutez Bruno Retailleau. Le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel, évidemment. Mais il y a des limites, et je leur ai indiqué qu'il y a 3 limites. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte, à plus forte raison, aux personnes, et pas d'enquistement, pas de blocage durable. Parce que sinon, ce sera tolérance zéro. Ça veut dire que vous déblayerez les routes si jamais les agriculteurs les bloquent ? S'il y a un blocage durable, un enquistement, nous n'hésiterons pas à mobiliser les forces mobiles pour qu'on puisse assumer la liberté de circulation. Ce qui est intéressant, Jérôme Fourquet, et c'est assez contre-intuitif, on se souvient de la position qui était celle du prédécesseur de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, qui lui, au contraire, au moment de la crise agricole, disait « on n'envoie pas les CRS sur ceux qui souffrent ». Là, on a un ministre qui est plus à droite que Gérald Darmanin, c'est pas lui faire offense que de dire cela, il n'y a pas beaucoup de doute là-dessus, qui lui dit « non, tolérance zéro ». Oui, alors il est dans la poursuite de la définition de son positionnement très martial et très sécuritaire. Donc il a commencé sa prise de poste, si je puis dire, avec un combat qu'il entend mener contre le trafic de drogue. Mais effectivement, c'est une information intéressante. On voit aussi que sur la question de la gestion des relations sociales, il entend être aussi sur la même ligne. Pourrait faire référence à ses origines vendéennes, et comme Clémenceau, qui n'hésitait pas à envoyer la troupe à l'époque, les CRS n'existaient pas, lors des grèves et des mouvements sociaux. Là où il y a sans doute une difficulté
pour le ministre de l'Intérieur, si jamais il était tenu d'envoyer les CRS démanteler des barrages agricoles, c'est que les enquêtes qu'on peut mener à l'IFOP montrent que plus de 80% des Français soutenaient ou considéraient comme justifié le mouvement agricole du début d'année, comme ils considèrent de manière systématique à des très hauts niveaux, justifier les mouvements agricoles quand ils se... C'est-à-dire qu'il y a un très fort soutien de l'opinion au mouvement agricole, même si on vivait des scènes de blocage comme on pouvait les vivre en janvier dernier, avec par exemple la coordination rurale qui menace, si elle n'obtient pas gain de cause, de bloquer ce qu'on appelle le fret alimentaire, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des problèmes d'approvisionnement dans toute une série de grandes surfaces, de magasins. Malgré cela, les Français sont en soutien au mouvement. Ensuite, on peut avoir un soutien qui va s'effilocher si jamais les conditions de vie de nos concitoyens venaient à être gênées ou perturbées, mais en début de partie, si on peut dire, les agriculteurs peuvent compter sur un capital de sympathie qui est extrêmement élevé et dont peu de professions peuvent se targuer dans la société aujourd'hui. Alors que je rappelle, toujours, il est 18h11 sur BFM TV, que l'on attend d'une minute à l'autre la prise de parole du président de la République. Jérôme Fourquet, ce mouvement agricole s'inscrit dans un contexte plus large de tensions sociales entre difficultés dans le secteur industriel, mouvements sociaux, notamment à la SNCF. On va prendre dans le détail tous ces éléments-là, mais sur le tableau plus global, plus général qu'il dessine. D'abord, quelle expression est-ce que vous utiliseriez pour le moment que l'on vit ? Et c'est une question rituelle dans ce genre de moment, et vous me voyez venir. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de convergence, de coagulation de tout cela, ou il s'agit de mouvements catégoriels, sectoriels, avec des revendications très différentes les unes des autres ? Alors, vous aviez deux questions. Donc peut-être la première sur ce qu'on est en train de vivre. Eh bien, on voit bien que ce qui s'est passé cet été autour des Jeux Olympiques était une espèce de parenthèse enchantée, et qu'on a un dur retour au réel sur le front économique, sur le front social, sur le front budgétaire. Et vous vous souvenez du président de la République qui recevait toutes les chevilles ouvrières qui avaient participé à ce succès des JO en disant à l'Élysée qu'il, comme eux, voudrait que cette période ne se referme pas. Et on le comprend rétrospectivement. On comprend rétrospectivement parce que on voyait ce qui nous attendrait. Votre deuxième question portait sur la convergence des luttes. C'est en général assez difficile à mettre en œuvre. Nous sommes aujourd'hui au 6e anniversaire du début de la crise des Gilets jaunes, et on voit comment le mouvement des Gilets jaunes avait mis en mouvement une certaine France, mais que d'autres catégories de la population ne s'étaient pas reconnues dans ce mouvement. Et là, on peut penser qu'il en sera de même, c'est-à-dire qu'on va avoir une multiplication des foyers de tension, de contestation, de protestation, mais sans forcément que tout ça ne s'agrège et ne converge. Autre point peut-être à avoir en tête, la préoccupation sur le chômage, à la fois en tant que citoyen, c'est-à-dire est-ce qu'on assigne au gouvernement et au pouvoir public la priorité de lutter contre le chômage, ou à la fois en tant qu'individu, ce que j'ai peur de perdre mon emploi, cette inquiétude-là, qui était lancinante et qui taraudait toute la société française pendant des décennies, avait considérablement reculé depuis 3 ou 4 ans, notamment depuis parce que le chômage avait baissé. Mais vous savez qu'il y a toujours un délai de latence, c'est-à-dire que et cette baisse du chômage avait été intégrée par les Français. Beaucoup disaient, qui constataient que dans leur propre entreprise, il était difficile de recruter, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si les plans sociaux, notamment touchant des grands groupes qui sont très connus des Français, des Auchan, des Michelin, des Airbus, venaient à se multiplier comme certains le craignent, est-ce que cette météo et ce climat social viendrait lui aussi à évoluer en disant, là aussi, la parenthèse sera en train de se refermer et on reviendrait à un fonctionnement plus classique avec une très forte inquiétude sur le chômage. Rappelez-vous qu'en 2012, au moment de l'élection de François Hollande... C'était une des thématiques principales. C'était une des thématiques principales et ça avait beaucoup joué dans le caractère très fugace de son état de grâce quand un groupe comme PSA, à l'époque qui était très puissant, il n'avait pas connu les restructurations qu'on a connues ensuite, avait annoncé la fermeture de son usine d'Aulnay-sous-Bois en plein été, et ça avait été un vrai électrochoc dans la société française. Les Français s'étaient dit, même si un groupe comme PSA en vient lui aussi à être touché, c'est que l'heure est grave. Et donc, il va falloir voir si on n'a pas une réitération de ce scénario, si les plans sociaux touchant des grands groupes venaient à se multiplier dans les prochains mois et les prochaines semaines. Avec, sur le plan politique, Jérôme Fourquet, un risque pour le président de la République, qui va donc prendre la parole dans un instant, c'est de voir au fond ce qui apparaissait comme un des rares acquis de ces 7 années partir en fumée. C'est-à-dire l'attractivité,
la baisse du chômage, qui là encore est factuelle, l'idée n'est pas de porter un jugement, mais on a vu effectivement le chômage baisser. Il avait d'ailleurs commencé à baisser à la fin du quinquennat de François Hollande. Le risque, c'est que tout ça soit emporté dans un contexte politique qu'il a par ailleurs lui-même créé. Tout à fait, avec un autre sujet qui vient alourdir son bilan économique, c'est l'incroyable dérapage du déficit du budget de l'État. Et donc, à la fois sur le front du chômage, le front de la réindustrialisation, comme sur celui des équilibres financiers du pays, eh bien, le bilan s'assombrit. Et comme vous l'indiquiez, ça vient toucher l'image du président sur un de ses points forts. Le cœur de l'ADN macroniste. C'était les résultats économiques qui, aujourd'hui, eh bien, sont plus que contrastés. Jérôme Fourquet, je voudrais qu'on parle de la situation politique. On a évoqué Emmanuel Macron, évoquons son opposante, si ce n'est sa première opposante, Marine Le Pen. La semaine a été marquée par le réquisitoire du parquet dans le cadre du procès des assistants parlementaires du Rassemblement national. En particulier, les peines requises donc contre Marine Le Pen, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire pas suspendue par un éventuel appel. Rappelons bien évidemment qu'il s'agit là des réquisitions et donc pas d'une décision de justice. Il n'empêche, si le tribunal suivait, ça voudrait dire que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter en 2027. On a vu se mettre en branle, après ces réquisitions, la riposte du Rassemblement national, Marine Le Pen aux 20h de TF1, un certain nombre de cadres du Rassemblement national dans les médias, et qui ont décidé de pilonner la justice, en disant, au fond, c'est un système politique qui aboutit à ces réquisitions. Est-ce que ça peut marcher, cet argument, auprès de l'opinion ? Alors, auprès de l'opinion, on verra. En tout cas, ce qui est d'abord recherché, c'est d'essayer de conforter sa base électorale. Ouais. C'est de s'adresser à cet électorat en jouant sur un ressentiment qui est très fort dans cet électorat RN qui, on s'en souvient, estime déjà très majoritairement s'être fait voler sa victoire légitime aux dernières élections législatives. Avec le Front républicain. Avec le Front républicain. Donc là, la direction du Rassemblement national a beau jeu de dire après les combines d'appareils politiques, la cuisine politicienne, c'est maintenant la justice qu'on fait donner pour essayer de nous abattre. Et si on est obligé, je parle comme eux, d'employer de tels moyens, c'est que nous sommes vraiment la force qui perturbait le système et nous sommes ceux qui devions être éliminés du paysage. De ce point de vue-là, tout ça fait résonance avec une autre campagne électorale que vous avez abondamment couverte, outre-Atlantique. Aux États-Unis, avec effectivement un parallélisme des arguments utilisés contre une justice qui aurait vocation à empêcher Donald Trump aux États-Unis, Marine Le Pen en France, à concourir à l'élection. Et une espèce de course de vitesse entre un calendrier judiciaire et un calendrier électoral et politique. Mais il y a un paradoxe, Jérôme Fourquet. Vous parlez de la façon de s'adresser à un socle. Il y a aussi les indécis, ceux qui font les élections. Et quand on est un parti qui a fait du combat pour la probité quelque chose d'essentiel, on se souvient du slogan de Jean-Marie Le Pen, « main propre, tête haute », c'est un argument qui est plus difficile à utiliser si une décision de justice est rendue et qu'elle est conforme aux réquisitions du parquet. Et qu'elle est très lourde en termes de sanctions. Alors, historiquement, le Rassemblement national ou le Front national ont déjà eu affaire à la justice, il y a déjà eu des affaires. À chaque fois, ça n'avait pas porté préjudice et entamé son socle électoral. Là, la sanction serait beaucoup plus lourde. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on voit comment, du fait de cette décision de justice, la stratégie du RN est en train de pivoter. On a fait le parallèle avec ce qui se passait avec Donald Trump. Et on voit que toute la stratégie qu'on avait appelée la stratégie de la cravate à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire cette démarche de notabilisation et de respectabilisation du RN, eh bien, est en train d'être remise en cause et on revient aux fondamentaux avec un discours qui est très anti-système. Stratégie très populiste, effectivement, contrairement à la façon dont Marine Le Pen avait géré cette audience. Si Marine Le Pen était empêchée, vous qui, encore une fois, connaissez l'opinion, testez un certain nombre de profils, Jordan Bardella comme candidat de substitution, certains disent il est trop jeune, il manque d'expérience. Lui-même ne veut pas répondre à la question de savoir s'il est prêt ou non à éventuellement relever le gant si Marine Le Pen était empêchée. Ça serait un bon candidat pour 2027 ? Il a été testé grandeur réelle, si je puis dire, lors des élections européennes et législatives. C'est lui qui menait la liste aux européennes. C'est lui qui était la manœuvre pour la campagne éclair des législatives. Et on a vu que, tant en termes d'organisation du mouvement, le fameux plan Matignon, que en termes de degré de préparation personnelle, eh bien, il manquait encore du temps de préparation. Et donc, c'est peut-être ce à quoi
Jordan Bardella va s'employer dans les mois qui viennent, un peu comme un joueur qui s'entraînerait, qui s'échaufferait sur le bord du terrain en disant si notre championne en l'occurrence est empêchée, il faudra bien que quelqu'un s'y colle avec une certaine expérience, c'est sûr, mais on a vu quand même, et ça c'est pour moi un des enseignements majeurs des législatives, qu'il y avait toujours l'existence de ce fameux plafond de verre et une majorité absolue de Français que beaucoup au RN croyaient brisé, évaporé. Alors, en fait, le résultat des législatives, c'est le choc de deux plaques tectoniques. D'une part, la poursuite de la dynamique RN, quasiment doublement du score aux législatives par rapport à 2022, mais en retour, toujours ce front républicain qui matérialise le fait qu'une majorité absolue de Français ne veut pas voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Donc c'est un épisode nouveau qui débute, et on verra si le Rassemblement national, et notamment Jordan Bardella, a la capacité de relever ce défi qui est absolument majeur. Alors qu'on attend toujours la prise de parole du président de la République sur tous ces sujets que l'on a abordés au début de cet entretien, Jérôme Fourquet, le Mercosur, la question de la crise agricole. Un dernier mot sur le Rassemblement national. Le risque de fracture démocratique si Marine Le Pen était empêchée. Au fond, c'est l'argument qui est utilisé, de dire ce serait un précédent considérable. La justice m'empêcherait de concourir. Cela laisserait des traces, même si, là encore, la justice fonctionne avec des réquisitions. On ne sait pas quelle sera la décision du tribunal, mais sur le risque de fracture créé par cette décision. Alors, tout cela ne sera pas sans rappeler, le contexte était un peu différent, mais ce qui s'est passé avec François Fillon, où cet argument a été beaucoup employé par les partisans de François Fillon en disant que la justice avait interféré dans le processus démocratique et que, quelque part, François Fillon avait vu sa campagne présidentielle être torpillée par la justice. Donc cet argument, il sera ressenti par toute une partie de l'électorat qui vote pour le Rassemblement national et qui, encore une fois, je me répète, a déjà le sentiment de s'être fait voler sa victoire attendue aux législatives. Et pour Jérôme Fourquet, une dernière question, clore ce tableau global, le bazar au sein du socle commun, qui, franchement, on utilise même le mot socle commun, je ne sais pas si c'est encore tout à fait adapté. On a vu les protestations suite à ce qu'a annoncé Laurent Wauquiez sur la question des retraites, le budget a été rejeté. Gouvernement Barnier, il va tenir Noël ou pas? Il va passer après Noël, ou au fond, là, on a le sentiment que les ferments de la division sont tels que ça ne peut pas durer? Alors, il faut être prudent sur les projections qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est que c'est une quasi-cohabitation au sein du bloc, ce qui reste du bloc central, une espèce d'alliance de raison. Tout le monde prépare déjà la suite. Certains se disent aussi, alors vous connaissez la vie politique, mais certains se disent également que le calendrier n'est peut-être pas celui auquel on pense, c'est-à-dire que la présidentielle n'aura peut-être pas lieu en 2027, mais peut-être plus tôt que cela, et que dans ce cadre-là, il faut d'ores et déjà se préparer, ce qui n'aide pas à maintenir un pack soudé du côté du camp présidentiel, avec un président de la République qui, vous le voyez sur le plan international comme sur le plan intérieur, très fragilisé. Est fragilisé, donc il n'y a plus la capacité à imposer une vue et à imposer le silence dans les rangs. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet, d'avoir dressé ce soir ce tableau de l'archipel français et des métamorphoses françaises. C'est votre dernier livre aux éditions du Seuil, et évidemment, on le recommande à tous nos téléspectateurs.